Israël plongé dans le recueillement et le souvenir en ce jour. C'était il y a un an, le 7 octobre, l'invasion et les massacres antisémites orchestrés par le Hamas. Et pour revenir sur cette journée et les progrès réalisés par Tzahal depuis un an contre les terroristes du Hamas, nous sommes avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur I24 News. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Raphaël d'être avec nous comme chaque semaine. Effectivement, on vous entend depuis plus d'un an maintenant sur différents plateaux de télévision, à la radio et même avant, évidemment. Vous étiez déjà chroniqueur sur Radio J. On entend vos analyses, notamment vous êtes écrivain, vous êtes analyste aussi des situations sécuritaires. Alors une question peut-être plus personnelle aujourd'hui, ce 7 octobre. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis un an? Comment vous avez vécu les événements ces 12 derniers mois, Raphaël? Bien, un peu comme tous les Israéliens et tous les Juifs, un traumatisme qui reste ancré dans la mémoire, dans la conscience, quelque chose qui ne nous quitte pas. On pense sans cesse, comme on a pu penser par le passé à la Shoah, on pense maintenant à la Shoah et à cet épisode tardif ajouté à la Shoah, qui est un pogrom qui n'a rien à envier au pogrom des Cosaques et des nazis, et une sorte de coup porté, on pensait avoir échappé à cette partie de l'histoire juive qui nous mettait en position de victime haïe pour le simple fait d'être juif, et on la retrouve, et le plus triste pour moi, c'est en plus de cette barbarie de terroristes, parce qu'on parle de terroristes, c'est l'antisémitisme qui monte dans l'Europe, dans le monde, auprès de gens qui sont des imbéciles et des racistes, c'est vrai, mais c'est quand même inquiétant, désolant, navrant. Alors évidemment, une journée très, très particulière, et ça a été l'occasion pour l'armée israélienne aussi, Raphaël, de faire le bilan des opérations menées depuis un an, malheureusement avec un coup terrible, puisque ce sont plus de 700 soldats qui sont tombés au combat depuis le 7 octobre. Et puis on a entendu le chef d'état-major de Tzahal, la branche militaire du Hamas est vaincue, a-t-il dit. Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on approche là à la fin de la guerre, notamment dans la bande de Gaza? Non, loin de là, parce que malheureusement, il n'y a pas de décision au niveau politique de quoi faire une fois qu'on a une victoire militaire. Une victoire militaire ne suffit pas. Alors c'est vrai qu'elle est là dans la mesure où le Hamas, même s'il peut encore tirer quelques roquettes ici et là, ou tenter de tuer des soldats de Tzahal, n'est plus une armée. C'est fini. Il n'y a plus de bataillon, plus de brigades du Hamas. Il y a des poches de terroristes isolés qui opèrent de façon sporadique, sans pouvoir coordonner entre elles, mais en gros la victoire militaire est bien là, avec l'échec majeur qui est de ne toujours pas avoir libéré les otages. Donc là on peut dire que le gouvernement israélien et l'armée ont échoué dans la mission principale qui demeure la libération des otages, et puis il y a un autre échec, mais qui est un échec plus politique, c'est de ne pas avoir précisé que fait-on de Gaza une fois la victoire acquise. Et là, un an après, je pense qu'il est grand temps, même si c'est un jour de deuil, de prendre le taureau par les cornes, d'entamer une enquête officielle sur les erreurs qui ont été commises à tous les niveaux. Il est grand temps que les responsables commencent à assumer leurs responsabilités véritablement. Il est absolument inacceptable qu'au bout d'un an, le grand État d'Israël n'ait pas réussi à libérer les otages détenus par le Hamas. Effectivement, toujours 101 dans la bande de Gaza. Eva, vous avez une question pour Raphaël. Bonjour Raphaël Jérusalemi. Bonjour. Il y a effectivement cette question des otages qui plane et qui empêche aussi dans les têtes de considérer la fin de cette guerre, et puis l'après politique, vous l'avez dit, qui n'est pas cadré, qui n'est pas décidé. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait, Raphaël Jérusalemi? Alors là, j'en sais autant que vous, je me le demande moi-même, tout le monde se demande. Comment se fait-il que, depuis le temps qu'on le dit en plus, parce que les experts, les spécialistes de la géopolitique et de la géostratégie ne cessent de le clamer. Il faut absolument décider
ce qu'on fait de la bande de Gaza. Et on ne va pas rester éternellement avec nos soldats, à s'enliser dans la bande de Gaza, à prendre des risques pour la vie de nos soldats et de nos soldates. Il faut maintenant envisager une façon de se retirer graduellement de la bande de Gaza et mettre un autre système à la place du Hamas, mais aussi à la place de Tsahal. Il faut absolument fermer maintenant la porte et jeter la clé, s'en aller de Gaza. Or, pour cela, il faut, au niveau politique, prendre une décision. Il faut dire exactement ce qu'on doit faire. Il y a des propositions sur la table. Des pays arabes se sont proposés pour mettre une force internationale. Les Nations Unies. D'autres solutions ont été proposées, et surtout aussi de beaucoup d'argent, d'argent du pétrole qui pourrait être réinvesti dans la reconstruction de Gaza. Quelles que soient ces solutions, même si certaines paraissent pas pratiques, utopiques ou pas valables, elles sont meilleures toutes que de se rester indéfiniment dans la bande de Gaza avec nos troupes. Il faut commencer à partir de là-bas. C'est trop dangereux. Il y a le Nord qui nous menace, il y a l'Iran qui nous menace. C'est tout. Et bien sûr, trouver le moyen, d'une façon ou d'une autre, de libérer les quelques otages qui sont encore vivants. C'est la seule chose qui reste à faire. Malheureusement, sur ces deux plans, libération des otages et le jour d'après, ce qu'on appelle le jour d'après, il n'y a pas de directive claire et nette du gouvernement. Il n'y a même pas de directive du tout. Alors, une situation compliquée, une guerre multifront, mais en réalité avec un seul acteur pour Israël, c'est l'Iran, Raphaël Jérusalemi. Oui, derrière tout ça, il y a l'Iran, mais il y a surtout le grand coupable de tout cela, c'est la communauté internationale. En fin de compte, les Américains, les Européens en tête, ne font rien, mais rien de positif pour arrêter les frais au Proche-Orient. On a l'impression que tous ces fronts sont contre Israël et qu'Israël est le seul visé. Alors que c'est complètement faux. L'Iran est une menace globale, mondiale. Les Houthis du Yémen en mer Rouge pour le commerce maritime, c'est une menace globale, mondiale. Le Hamas, le Hezbollah, on le voit dans les manifestations dans les rues de Paris, Bruxelles et Londres, c'est une menace terroriste pour le monde entier de la vague du raz-de-marée djihadiste qui se jette sur les démocraties occidentales. Pourquoi la communauté internationale reste les bras croisés? On en a un exemple le plus flagrant, le plus terrible devant la situation au Liban. Monsieur Macron, qui porte des discours intempestifs et ridicules, n'a rien fait pour la cause libanaise. Alors que c'est un ami d'Israël. Le Liban est une nation ami d'Israël, il doit venir à la rescousse. Un ami d'Israël, qu'est-ce que vous pensez justement de ces déclarations ce week-end, Emmanuel Macron qui déclare que la France devrait songer à arrêter de livrer des armes à Israël, même si on sait que ce sont des armes défensives qui aident surtout au système Dôme de fer. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Je ne relève même pas ces déclarations parce qu'ils montrent tout simplement que le président Macron ne comprend rien au Proche-Orient, ne comprend rien à la situation. Et qu'il ferait bien de laisser l'armée française, qui n'en a qu'une envie d'ailleurs, venir au Liban, aider sinon les Israéliens à combattre, au moins l'armée régulière libanaise à se renforcer, à se débarrasser du Hezbollah de la menace djihadiste et à venger enfin les 58 officiers et soldats du Drakkar. Le reste, tout simplement, c'est honteux, scandaleux. Monsieur Macron a perdu le peu d'estime que j'avais en lui, qui restait. Il a déjà eu quelques petites sorties comme ça, qui étaient vraiment à la limite antisémite. Mais alors là, franchement, il est d'un ridicule qui me désole. Raphaël Jérusalemi, vous l'avez expliqué tout à l'heure, la communauté internationale n'aide pas Israël et c'est un dilemme aussi vu de l'extérieur, c'est-à-dire la difficulté d'Israël à faire confiance à la communauté internationale, notamment concernant le Liban et le peu d'effet qu'a eu la FINUL et la nécessité aussi que cette communauté internationale intervienne. Où se trouve le curseur ? En fin de compte, si on prend l'exemple américain, qui est là d'où vient vraiment l'aide principale, parce que quand M. Macron dit qu'il va arrêter de nous aider, de toute façon, de France, on reçoit presque rien. Mais prenons les Américains, nous défendons
au Proche-Orient aujourd'hui les intérêts américains. Nous défendons aujourd'hui toute l'Europe, en fin de compte. Nous sommes le rempart unique contre le djihadisme mondial. Donc, quoi qu'on nous donne, quel appui qu'on reçoit, on est sous-payé. On n'est pas suffisamment aidé pour le travail extrêmement dangereux que nous faisons, qui est un travail pour le monde entier, avec des centaines de nos jeunes soldats et soldates qui sont morts au combat et des milliers qui sont blessés. Et c'est parce qu'on va nous donner quelques missiles et quelques milliers de dollars qu'on va penser que c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Il faudrait des hommes. Le travail pour le monde entier. Il faudrait des hommes. Il faudrait des armées venues d'autres pays. Bien sûr, ils doivent venir combattre avec nous. C'est pas la guerre. On parle sans arrêt sur les plateaux de télévision où j'interviens en France. On parle sans arrêt du conflit libano-israélien, palestino-israélien. On dirait que l'Iran, c'est notre problème. Les Houthis, c'est notre problème. Les Israéliens doivent aller jusqu'où pour s'occuper de leurs problèmes? Alors, lorsqu'on va nous accuser de je ne sais pas quoi en Afghanistan et au Pakistan, Israël doit aussi attaquer l'Afghanistan et le Pakistan. C'est ridicule. Que fait la communauté internationale pour la femme afghane? La femme afghane, aujourd'hui, la souffrance qu'elle subit, que fait la communauté internationale? Rien du tout. Les manifestants qui sont pour le Hezbollah et le Hamas, que font-ils pour le sort des femmes dans tous ces pays-là? Rien du tout. Que font-ils pour les Ouïghours en Chine, les musulmans de Chine? Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie, de la pleutrerie, de la couardise. Mais je ne m'inquiète pas parce que ils paieront l'addition de leur erreur. Et déjà, ils sont infestés dans leur propre capitale par la vermine djihadiste. Et ils finiront par payer l'addition. Ils ont déjà plus ou moins payé. Hein. L'Hypercacher, le Charlie Hebdo, le Festival de Nice. À quel point peut-on être peureux et aveugle? Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, merci pour ces mots forts ce matin sur cette antenne. On vous retrouve évidemment chaque semaine sur Radio J, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Raphaël et à la semaine prochaine. Merci.